Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui passent pour la première fois par ici, je m'appelle Maureen, je fais des études de lettres classiques. Et puis ceux qui sont pas là pour la première fois et qui reviennent, bienvenue aussi, je suis contente de vous revoir. Aujourd'hui je vais vous faire la dernière vidéo de la série Back to School pour cette année sur la chaîne. Il y aura la semaine prochaine un genre de vlog lecture slash vlog de la semaine de la rentrée. Mais cette semaine, je vous filme une vidéo dont l'idée m'a été donnée par l'une d'entre vous, qui m'a demandé des conseils pour le choix du sujet du mémoire. Et j'y avais pas du tout pensé. Donc cette vidéo elle concernera plutôt ceux et celles qui font un master. Mais bon, si ça peut vous intéresser déjà maintenant. De toute façon, elle est là pour toujours sur internet, donc vous pourrez la regarder n'importe quand. Et c'est vrai que c'est une question assez intéressante. J'espère que cette vidéo vous aidera. Alors je suis pas prof, je suis pas encore chercheuse, donc je peux pas assurer à 100% que mes conseils seraient validés par un prof. Ça part de mon expérience. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres conseils et dites-moi aussi quel est votre sujet de mémoire, ce que vous avez choisi, parce que ça m'intéresse trop de savoir ce sur quoi chacun travaille. C'est trop intéressant parce qu'il y a vraiment des possibilités super variées. Alors petit disclaimer aussi, comme je suis étudiante en lettres classiques, je vais vous prendre des exemples dans cette vidéo de lettres classiques, mais les conseils peuvent s'appliquer, je pense, dites-le moi en commentaire aussi, à toutes les filières qui demandent des travaux de recherche. Donc voilà. Alors ce qu'on nous demande dans les classiques, ça dépend des profs et ça dépend des facs. La première année, rendre un mémoire qui fait environ 80 pages minimum. Après il y a des profs qui en veulent pas plus, il y en a que ça dérange pas d'avoir 200 pages. Et en deuxième année, plutôt quelque chose qui tourne autour d'une centaine de pages. Comme dit, ça peut changer, ça peut varier en fonction des profs, des facs, etc. Petit plan de la vidéo, je vais commencer par vous expliquer comment j'ai trouvé mon sujet de mémoire à moi, enfin les deux sujets que j'ai fait, parce que ça peut vous donner un exemple dans la pratique et une indication, voilà, sur ce qui peut se faire. C'est des sujets qui vous intéresseront pas forcément, qui vous parleront pas forcément, et comme dit, il y a tellement de possibilités, et surtout en lettres classiques, quoi. On a une littérature qui s'étend sur plus d'un millénaire, et du coup il y a vraiment de quoi faire. Mais voilà, je vais vous présenter d'abord, vous expliquer un peu comment j'ai trouvé mes sujets de mémoire. Ensuite, revenir un petit peu sur qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un sujet de mémoire, en lettres classiques en tout cas. Et ensuite, peut-être vous détailler des critères qui selon moi font qu'un sujet de mémoire est plutôt bon. Après franchement vous avez juste besoin de rendre un travail de recherche. Le but en fait du mémoire, surtout en M1, c'est d'apprendre à utiliser les outils de recherche, d'apprendre à rédiger correctement une bibliographie, un sommaire, d'apprendre à faire de la recherche en fait. Pas de pression si vous avez l'impression que votre sujet est pas très original. À la fin de la vidéo, je vous donnerai des éléments un peu qui peuvent vous mettre sur la piste pour avoir un sujet de mémoire le mieux possible. Mais après, voilà, c'est pas fixe et ça dépendra encore une fois de votre directeur de recherche, de la fac où vous allez, du domaine dans lequel vous faites des recherches, etc. etc. Donc voilà, cette vidéo, il y a plein de guillemets autour parce que tout ce que je vais vous dire, ça dépend de plein de facteurs différents. Ce que je propose, c'est des conseils, mais c'est pas la règle à suivre pour trouver un sujet de mémoire, ou en tout cas pour rédiger votre propre mémoire. Première partie, comment j'ai trouvé mes sujets de mémoire. Mon mémoire de M1, le voilà. J'ai pas fait ma licence à la fac, j'ai fait 3 ans de prépa. Donc en fait, en cube, j'étais pas du tout au fait de ce que c'est la recherche. Parce qu'en licence, on fait faire aux étudiants des mini-mémoires, ils peuvent assister à des colloques, ce genre de choses. Donc quand on est à la fac, on a un pied dans la recherche dès la licence. En prépa, pas du tout, on a de toute façon pas le temps pour ça. Donc voilà, c'était un peu dur de trouver un sujet de mémoire. La recherche, c'était pas trop notre univers en prépa. Mais en fait, j'ai voulu présenter l'ENS sur dossier. À l'ENS, il y a 2 moyens d'y rentrer. On peut passer le concours et être reçu au concours. Donc ça, c'est la voie un peu normale qui permet d'être normalien, quoi, d'avoir l'engagement décennal, d'être payé pendant ses études, etc. Après, on peut aussi demander l'ENS sur dossier. Il y a quelques étudiants qui sont pris chaque année. Et donc là, on a un statut d'étudiant normalien, ça veut dire qu'on a le droit d'assister aux cours, on passe le diplôme de l'ENS, mais on n'est pas rémunéré et il n'y a pas l'histoire de l'engagement décennal. Bon. Je voulais passer l'ENS sur dossier, et pour passer l'ENS sur dossier,
il faut présenter un projet de recherche. C'est-à-dire leur dire, bah voilà, moi en master, je vais travailler sur ça. Voilà les raisons pour lesquelles c'est pertinent et c'est intéressant et ça peut vous apporter quelque chose de m'avoir dans votre département de langues anciennes à l'ENS, etc., etc. Il fallait que je trouve un sujet et c'était mars peut-être de l'année de Cube, avril, non même avant parce que c'était avant les concours que je l'avais fait. Donc ouais, non, février, mars, quelque chose comme ça. Il fallait que je trouve un sujet alors que je n'y avais jamais réfléchi avant. Donc je me suis dit, ouf, qu'est-ce qui m'intéresse? Alors j'avais eu quelques idées comme ça qui m'étaient passées par la tête, enfin pas vraiment des idées de mémoire formées, mais plutôt des points qu'on avait vus en cours où je m'étais dit, ah là il y a peut-être quelque chose à creuser. Comme par exemple, mais je pense que là-dessus il y a déjà eu des recherches, mais voilà, un truc qui m'était venu en cours, on avait lu... je pense que c'était un passage d'une pièce de théâtre, je sais même plus ce que c'était, en grec, et il y avait une espèce de description des hommes de l'âge d'or et tout ça, et je me suis dit, purée, ça ressemble vachement quand même à ce qu'on sait aujourd'hui de l'homme préhistorique. Et donc je m'étais dit peut-être que ça pourrait être intéressant de travailler sur cette mémoire, peut-être inconsciente, de l'homme préhistorique à l'Antiquité. Je sais pas si c'est un vrai truc ou quoi, mais je m'étais dit, ah, ce serait intéressant de savoir si eux, déjà, ils avaient encore des traces, que ce soit des traces culturelles ou inconscientes comme dit, de l'homme préhistorique, et que c'est pour ça que l'homme de l'âge d'or il ressemble un petit peu à ce qu'on sait, l'image qu'on se fait de l'homme préhistorique. Bref, donc ça c'était une idée que j'avais dans la tête, mais bon, ça me menait un peu nulle part. Mais quelque chose que j'avais depuis toujours envie d'étudier, c'était l'histoire du christianisme et surtout les écrits apocryphes. Les écrits apocryphes, en fait, c'est tous les écrits primitifs chrétiens qui n'ont pas été retenus dans le canon du Nouveau Testament. Donc c'est-à-dire tous les évangiles qui ne sont pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc on a l'évangile de Marie, on a l'évangile de Judas, après on a l'évangile de Thomas, on a voilà, tout un tas de textes comme ça, il n'y a pas forcément que des évangiles. Donc voilà, moi j'avais envie de m'intéresser à ça. Sauf qu'en prépa, on travaillait pas du tout le grec chrétien ou le latin chrétien, et on travaillait pas du tout sur l'Antiquité tardive. On a dû voir une fois un texte de Plutarque peut-être, mais ça compte presque même pas comme Antiquité tardive. Donc voilà, l'Antiquité tardive c'était quelque chose que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je savais juste que j'avais envie de travailler sur les textes apocryphes. À ce moment-là, j'avais pas encore trop d'idées, et en fait mon sujet, je l'ai trouvé un peu au hasard. J'avais dans un coin de ma tête les chrétiens, mais ça me semblait compliqué. Ce que j'avais lu dans la Pléiade, ça m'avait pas forcément convaincue, parce que comme j'y connaissais rien, je pouvais pas savoir ce qu'il y avait encore à voir dans ces textes, ce qui serait intéressant d'étudier et tout ça, vu que je les connaissais pas du tout. En fait, je regardais une fois une conférence qui s'intitulait « Le végétarisme a-t-il un problème ?» C'est sur YouTube. Vous pourrez la trouver facilement, c'était super intéressant d'ailleurs. Dans cette vidéo, il y avait un invité qui était Renan Larue, qui est un spécialiste de l'histoire du végétarisme dans une université québécoise, il me semble, ou canadienne, je sais plus. Et du coup, il était là et il a un peu retracé l'histoire du végétarisme, parce que, bon, moi ça m'intéresse personnellement, donc je regardais ça juste à titre personnel, quoi. Et il a parlé d'un philosophe dont j'avais jamais entendu parler moi, et je me suis dit, ah mais si ça se trouve, il est pas très connu, voilà, et ce nom c'était Porphyre. C'est un philosophe du 3e siècle après Jésus-Christ, et en fait il a écrit un long traité, le plus long d'ailleurs de l'Antiquité, sur le sujet précisément de l'abstinence de viande. Donc je me suis dit, ah mais là il y a peut-être quelque chose, ça a l'air super intéressant, c'est l'Antiquité tardive. Pour l'instant je voyais pas trop le lien avec les chrétiens, mais bon, je me disais ça m'intéresse. J'en ai parlé à ma prof de grec à la fin d'un cours, et elle m'a donné en fait l'adresse mail de quelqu'un qu'elle connaissait, d'un chercheur qu'elle connaissait à la Sorbonne qui travaille sur tout ça. Et j'ai envoyé un mail au professeur que m'avait indiqué ma prof de grec en lui disant, voilà, j'avais envie de travailler sur les chrétiens, mais j'ai aussi vu qu'il existait ce philosophe Porphyre de Tyr, et son traité de l'abstinence m'a l'air intéressant, tout ça. Et au fur et à mesure, on en est venu à élaborer ensemble un sujet dont l'enjeu était d'essayer de voir s'il existait dans l'Antiquité tardive un vrai débat entre les chrétiens et les païens au sujet du végétarisme. Donc là c'était trop cool parce que ça réunissait à la fois mon intérêt pour le christianisme et mon intérêt pour le végétarisme. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le premier sujet, et ensuite le deuxième, je l'ai fait un peu dans la continuité du premier. En fait au cours de mes recherches en M1 sur le végétarisme, j'ai découvert l'existence de plusieurs communautés chrétiennes qu'on appelle hérétiques ou hétérodoxes, c'est-à-dire qui s'alignaient pas sur le concile de Nicée.
qui pratiquaient le végétarisme. Et une de ces hérésies, c'était les manichéens. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de travailler sur les hérésies. C'était une partie que j'avais pas beaucoup développée dans mon mémoire, j'avais pas beaucoup eu le temps. Et je trouvais ça super intéressant de voir comment on peut être à la fois chrétien et végétarien, parce que c'est un petit peu une antithèse dans l'Antiquité. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette question intéressante, et je me suis dit, bon, il y a peut-être un texte d'une de ces hérésies, ou d'un chrétien sur ces hérésies que je pourrais étudier. Encore une fois, c'est mon directeur de recherche qui m'a orientée sur le texte d'Épiphane de Salamine, le Panarion, où il recense toutes les communautés, les croyances hétérodoxes qui lui sont connues, il y en a 80 dans son livre, dont une notice sur les manichéens qui a été pas trop travaillée et qui n'avait pas forcément été traduite. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ce sujet de traduction et commentaire de la notice 66 sur les manichéens d'Épiphane de Salamine. Donc voilà, c'était un petit peu dans la continuité de ce que j'avais fait l'année précédente, et souvent c'est comme ça que ça se passe en M2. On fait rarement quelque chose de complètement différent, même si c'est possible en fait. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème, on peut faire quelque chose de complètement différent, mais souvent voilà, ça se fait un peu dans la continuité. Donc là je restais dans l'Antiquité tardive et je continuais avec les chrétiens, une communauté chrétienne végétarienne. Alors le texte d'Épiphane ne portait pas sur le végétarisme, il y avait quelques mentions de cette pratique chez les manichéens, mais voilà, c'était beaucoup plus large et ça parlait, c'était une réfutation générale des propos du prophète Mani et des croyances des manichéens et de leurs pratiques. Donc ça incluait le végétarisme, mais c'était pas uniquement sur le végétarisme, c'était beaucoup plus large. Bref, voilà, je pourrais parler de ces sujets pendant 10 ans, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple de quelles étapes ont mené à ce que je trouve mes différents sujets de recherche. C'était juste pour vous donner un exemple. Alors maintenant, je vais vous revenir peut-être rapidement sur qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un mémoire en lettres classiques. En fait, vous pouvez travailler sur plein de choses en lettres classiques, c'est ça qui est génial. C'est que comme nous, on travaille sur les textes, on peut travailler sur des textes super variés. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur un texte d'un philosophe, mais on peut travailler sur de la littérature, on peut travailler sur de la sophistique, on peut travailler sur de la médecine, on peut travailler sur des sciences naturelles, on peut travailler sur, je sais pas, de l'histoire, sur plein de sujets et de formes de textes de genres littéraires différents. La variété des sujets est vraiment illimitée. On peut travailler plutôt sur l'aspect grammatical du texte, donc par exemple, il y a des gens qui vont analyser, je sais pas, l'usage du participe parfait dans le chant 24 de l'Iliade, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir des sujets assez grammaticaux comme ça, il peut y avoir des sujets plus orientés sur le vocabulaire, par exemple, je sais pas, les différents sens du mot kairos chez Euripide, je sais pas, par exemple. On peut travailler sur l'aspect grammatical, lexical, sur l'aspect historique, sur l'aspect plutôt littéraire aussi d'un texte. On peut travailler par exemple sur le contexte historique d'écriture d'un texte. Ça c'est pour les sujets littéraires. Après on peut avoir des sujets vraiment plus historiques, hein. Y a pas de problème à faire de l'histoire ancienne en lettres classiques, je pense. Donc si vous voulez travailler sur les guerres civiles à Rome, sous un angle particulier, c'est tout à fait faisable. Après vous pouvez, comme moi, faire de l'histoire des idées plutôt. Donc ça va être comparer des textes pour essayer de faire ressortir des grands mouvements, des grands thèmes, ou au contraire des débats, des jeux de questions-réponses entre différents auteurs, entre différents courants, mouvements, etc. Les choix sont vraiment illimités. Tout est possible. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour trouver des idées, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là et que c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, c'est de trouver une bonne idée. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous demander s'il y a un auteur, une période, un thème, un genre littéraire qui vous intéresse tout particulièrement et partir de là. Vous voyez, moi je suis partie pour mon premier mémoire des chrétiens. Trouvez ce qui vraiment vous intéresse dans la culture antique et partez là-dessus. Ça peut être des choses très terre à terre, hein. Y a des gens qui font des recherches sur la danse, il y a des gens qui font des recherches sur la signification juridique du couteau dans les sacrifices, ce genre de choses. Ça peut être vraiment des trucs très précis ou des trucs beaucoup plus larges ou plus théoriques. Donc si c'est les sacrifices qui vous intéressent, il y aura des choses à faire sur les sacrifices. Si c'est les jeux, il y a quelque chose à faire. Si c'est, je sais pas, la figure de l'empereur à Rome, il y a aussi des choses à faire. La littérature rhétorique, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, trouvez un angle qui vous intéresse particulièrement et partez de là
pour essayer de déblayer ensuite, de creuser un peu plus pour trouver un angle d'attaque par lequel approcher de manière plus ou moins originale ce sujet-là. Le deuxième conseil, c'est communiquer avec un chercheur ou plusieurs chercheurs. Vous allez forcément trouver leur mail sur les... Soit vous demandez à vos profs de la fac ou de la prépa, comme j'avais fait, soit vous trouvez les mails des enseignants-chercheurs sur les différentes brochures des masters que les facs proposent. Vous pouvez déjà voir, grâce à ces brochures, de quoi tel ou tel prof est spécialiste, et s'il y en a un qui est spécialiste de quelque chose qui a un rapport proche ou lointain avec le sujet que vous voulez aborder, ben voilà, vous pouvez tout à fait lui envoyer un mail en lui demandant si ce sujet-là serait pertinent, est-ce qu'il ou elle a des banques de sujets qui n'ont pas encore été faits, ou un auteur qui n'a pas été traduit par exemple, si vous voulez faire de la traduction. Donc voilà, demandez à des gens qui sont dans le monde de la recherche et qui savent ce qu'il reste à faire s'ils ont des idées, quelque chose à vous proposer. Et regardez aussi parfois dans la liste des documents pédagogiques des différents UFR ou de la fac à laquelle vous allez, il y a des banques de sujets aussi. Je sais plus si c'est pour la Sorbonne, je sais plus si c'est l'UFR de langue française ou l'UFR de latin qui propose comme ça une banque de sujets de mémoire qui n'ont pas encore été faits. Et après vous n'êtes pas obligé de vous fixer sur un des sujets que vous avez vu en ligne ou qu'on vous a donné, vous pouvez l'orienter un peu différemment, etc. Pas de souci, mais ça vous donne une première idée. Un autre tips que je vous donnerais, si surtout vous êtes à la fac, si vous êtes en prépa, vous n'aurez pas forcément le temps, mais c'est d'essayer d'y réfléchir déjà en L3. Donc vous pouvez prendre, il me semble, différents cours, des séminaires sur plein de sujets différents, tester plein de sujets, essayer de voir ce qui vous intéresse le plus. Être attentif dans les séminaires en L3 à ce qu'on vous dit sur l'état de la recherche du sujet que vous étudiez. Par exemple, si un professeur comme ça au détour d'une lecture d'un texte vous dit que ce texte n'a pas encore été traduit, vous le gardez dans un coin de votre tête et vous dites ah bah ça c'est une piste. Faites attention à ce qu'on vous dit sur l'état de la recherche des thèmes que vous abordez en cours, parce que du coup ça vous donne des pistes sur qu'est-ce qui est encore faisable et à faire. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est s'il y a quelque chose qui vous intéresse mais qui n'est pas forcément en rapport avec vos études, peut-être que vous pouvez l'adapter, l'intégrer dans votre recherche. Moi ça a été le végétarisme, c'est le thème présent dans ma vie qui m'a menée à mon sujet de mémoire. Peut-être que vous c'est autre chose. Par exemple, alors là je vais vous donner un exemple d'histoire de l'art. Ma coloc, elle est en master d'histoire de l'art et en fait elle a fait une double licence lettres classiques histoire de l'art et elle voulait intégrer les lettres classiques dans son master d'histoire de l'art. Elle s'est dit je vais étudier une forme d'art mais antique, et en fait du coup elle travaille sur les céramiques à médaillons d'applique. En plus elle a quasiment croisé 3 trucs parce que elle est aussi peintre sur céramique, donc elle travaille sur les céramiques à médaillons d'applique et sur le rapport entre les inscriptions qu'on trouve sur ces céramiques et les scènes qui sont représentées sur les médaillons d'applique. Donc voilà, ça c'est une manière d'intégrer un centre d'intérêt personnel à son mémoire. Un autre exemple, c'est un de mes amis qui a une chaîne Twitch où il fait des lives gaming et tout ça. Lui il est en socio, il a parlé de jeux vidéo dans ses recherches. Alors je sais plus exactement, j'espère que je me trompe pas trop, mais je crois que son sujet portait sur la création de communautés autour et à travers les jeux vidéo. Donc voilà, c'est un sujet super intéressant et on se dirait pas forcément socio, quand on a Bourdieu en tête, ce genre de choses, on penserait pas à parler de jeux vidéo, mais ça fait un très bon sujet de mémoire. Il y a plein de manières dont vous pourriez intégrer dans vos recherches un intérêt qui vous est personnel, et en fait ça me permet de faire un peu la transition avec la dernière partie parce que je pense que c'est ça qui fera que votre sujet et votre mémoire vont se démarquer, le fait que vous y mettez votre patte parce que ça a une importance personnelle pour vous. Je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi entre mon premier et mon deuxième mémoire, c'est que, parce que j'ai pas eu exactement la même note, le premier mémoire, pour moi ça avait une importance capitale parce que j'avais un peu l'impression de participer en faisant mes recherches à une cause qui me tient à cœur. Et si vous trouvez aussi un sujet qui a un lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, forcément vous allez vous donner à fond pour le sujet et vous allez essayer d'être le plus juste possible, de faire le moins de raccourcis possible dans vos recherches et dans vos explications. Ça va vous permettre d'avoir envie de travailler en fait, de trouver une motivation extérieure à vos recherches pour travailler, extérieure à vos études pour travailler sur ce mémoire. Si vous adorez la mode, vous pouvez travailler sur la mode dans l'Antiquité, il n'y a pas de souci, sur les costumes de théâtre, sur plein de choses comme ça. Donc essayez de trouver en fait un prisme personnel par lequel vous pouvez approcher vos recherches et ça fera toute la différence. Après, les autres critères qui font
qu'un sujet de mémoire est pertinent. Pour moi, tous les sujets de mémoire peuvent être bons. Ça dépend de la manière dont ils vont être exécutés, quoi. Mais une des choses qu'on nous recommande quand même, c'est de trouver quelque chose qui n'a pas été fait 15 000 fois. Je sais pas, par exemple, la République de Platon. Après, c'est un long texte, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je pense qu'il n'y a plus énormément de choses à dire là-dessus. Encore une fois, ça dépend de l'angle sous lequel on l'approche. Trouver un texte ou en tout cas un sujet qui n'a pas été trop creusé, c'est ça surtout le principal critère. Après, trouver quelque chose qui peut être élargi ou rapetissé pendant votre M2. Donc si vous trouvez un sujet qui est propre à faire ce genre de choses, bah, ça peut être bien parce que du coup vous n'aurez pas fini d'en parler avec juste un M1, c'est un sujet beaucoup plus riche et vous montrerez aussi que du coup il y a intérêt à continuer les recherches sur ce sujet. Ça peut être aussi bien de trouver un sujet qu'au contraire vous pourrez aller voir plus en profondeur. Dans mon M2, j'ai fait un zoom sur une communauté chrétienne végétarienne. Ça peut être bien aussi d'avoir comme ça des sujets que vous pouvez un peu reprendre d'une année à l'autre. Donc voilà, ça c'était un peu mes conseils pour trouver un sujet de mémoire. J'espère qu'ils vous ont aidé, je pense que c'est surtout la partie pratique qui vous intéressait. On ne sait pas tant qu'on n'a pas réalisé le mémoire et qu'on n'a pas fait les recherches si notre idée était pertinente ou pas, c'est ça qui est un peu flippant. On peut pas savoir en fait si on a vraiment quelque chose à dire, si le sujet vaut la peine d'être exploré tant qu'on l'a pas exploré. Une fois que vous avez trouvé un sujet, lancez-vous, donnez-vous à fond dans vos recherches. Et en vrai je suis sûre que vous pourrez trouver quelque chose à dire sur tous les sujets. Peu importe qu'ils aient été beaucoup faits ou pas au final, parce qu'il y a des difficultés dans les deux. C'est très difficile de travailler sur un sujet qui a été beaucoup travaillé avant, parce que du coup on se demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus et apporter de plus à l'édifice. Mais quand on travaille sur quelque chose qui a été peu travaillé, qui a été peu fait, comme c'était un peu le cas avec les mannequins et surtout avec Épiphane, ce qui est difficile c'est qu'on doit un peu tout sortir de sa tête et qu'on n'a pas beaucoup de recherches préalables sur lesquelles se reposer pour élaborer notre argumentation. Les deux sont difficiles mais les deux sont intéressants, donc voilà. Dites-moi vraiment si vous avez des idées de sujets de mémoire en commentaire, j'ai trop envie de savoir sur quoi vous allez travailler, je trouve ça trop intéressant. Et s'il y a d'autres étudiants qui ont déjà fait des recherches qui passent sur la vidéo, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager. C'est difficile et c'est personnel de trouver un sujet de recherche, donc j'ai pas de solution magique. Le meilleur conseil je pense que j'ai donné dans cette vidéo c'est de discuter, d'échanger avec des chercheurs en fait. Parce que eux, ils savent vraiment où en est la recherche dans leur domaine. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne rentrée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Enfin, j'ai trop hâte de refilmer un vlog. Ça me manque trop. Je pense que... Bon, je vais évidemment encore faire des vidéos sit-down cette année sur les livres et tout ça. Mais les vlogs, c'est vraiment ce que je préfère filmer, ce que je préfère monter. Et je pense que c'est aussi ce qui sera le plus compatible avec... l'agrégation cette année, même si voilà, filmer des vidéos comme ça me prend 1h30, mais voilà, je pense que ce sera sympa de vous faire des petits vlogs de temps en temps. J'ai plusieurs idées de vlogs un peu thématiques, j'ai trop hâte. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire, de vous abonner, d'activer les notifications aussi pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Mais bon, c'est un peu prévisible, c'est tous les dimanches vers 16h, d'où l'intérêt des notifications. C'est toujours un peu le beans pour réussir à upload les vidéos à temps, etc. Mais je fais de mon mieux, donc voilà, normalement, quand tout se passe bien, c'est le dimanche à 16h. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour la rentrée et à tout bientôt.